La robe bordeaux flottait dans mon placard comme un fantôme d'une époque meilleure. Je l'avais portée à la remise des diplômes d'Annie, puis à sa cérémonie de remise des diplômes, et plus tard pour fêter sa première promotion dans une agence de marketing. À chaque fois, elle me complimentait sur mon élégance, sa fierté de m'avoir comme mère. À présent, tandis que je lissais le tissu sur ma silhouette de 62 ans, je me demandais si ce serait la dernière fois que je m'habillerais pour ma fille. 3 semaines s'étaient écoulées depuis notre dispute explosive au sujet du budget de son mariage. 65 000 $. C'est ce qu'Annie et son fiancé Henri m'avaient demandé de contribuer. Non pas demandé, exigé. Comme si l'argent de l'assurance vie de mon défunt mari, le petit pécule que j'avais soigneusement préservé pour ma retraite, était en quelque sorte leur droit de naissance. « Maman, tu es égoïste », avait-elle dit d'une voix aussi âpre qu'un vent d'hiver. Tu gardes tout cet argent pendant qu'on essaie de commencer notre vie ensemble. Tu ne veux pas que je sois heureuse? J'avais essayé de lui expliquer que le bonheur ne nécessitait pas de marbre italien importé pour rénover une salle de bain ou une lune de miel aux Maldives. J'avais offert 15 000, une somme généreuse qui couvrirait une belle cérémonie locale. Mais Annie m'avait regardé avec un tel mépris, un tel calcul, que j'avais à peine reconnu la petite fille qui m'apportait des pissenlits et les appelait des fleurs de soleil. L'appel est arrivé un mardi matin alors que je m'occupais de mon petit jardin derrière le duplex dans lequel j'avais emménagé après la mort d'Harold. La voix d'Annie était différente, plus douce, presque vulnérable. « Maman, j'ai réfléchi à ce que tu as dit. Peut-être avons-nous tous les deux été trop têtus. On pourrait en parler au dîner? Je veux régler ça. » Mon cœur s'était levé, malgré moi. Peut-être que le silence entre nous lui avait donné le temps de réfléchir. Peut-être qu'elle était devenue mère elle-même. Elle était enceinte de 3 mois, à peine visible. Avait réveillé en elle quelque chose qui comprenait le sacrifice, comprenait le poids de la protection de ce qu'on avait construit. « J'aimerais ça, ma chérie », avais-je dit, en planifiant déjà ce que je cuisinerais, ce que je dirais pour reconstruire le pont entre nous. En fait, Henri et moi avions pensé t'emmener dans un endroit sympa. Tu sais, ce restaurant italien de Meridian Street, Franco S. Franco S. où Harold m'avait emmené pour notre 25e anniversaire, où les tables étaient intimes et la lumière suffisamment douce pour cacher les larmes que je soupçonnais que nous avions versées en nous retrouvant. Maintenant, tandis que j'appliquais mon rouge à lèvres d'une main ferme de femme qui avait appris à afficher sa force même lorsqu'elle se sentait fragile, je m'autorisais un instant d'espoir. Peut-être que la grossesse d'Annie lui avait donné du recul. Peut-être avait-elle compris que la famille valait plus que des mariages extravagants et des célébrations dignes des réseaux sociaux. Le trajet jusqu'à Franco S m'a fait traverser le quartier où j'avais élevé Annie et son frère aîné Michael. Passer devant l'école primaire où j'avais fait du bénévolat à la bibliothèque, passer devant le parc où je l'avais poussé sur des balançoires jusqu'à ce que mes bras me fassent mal. Passer le centre communautaire où je lui avais appris à valser avant sa première danse officielle. Chaque point de repère me semblait une page d'un livre que je n'étais pas sûre de vouloir refermer. Chez Franco, c'était exactement comme dans mes souvenirs. Une façade en briques chaleureuses, des jardinières débordant de chrysanthèmes de fin d'automne. La douce lueur des bougies perceptible à travers des rideaux de gaz. J'ai regardé ma montre. 6h30 précise. Annie avait toujours apprécié la ponctualité, un trait hérité de son père. L'hôtesse, une jeune femme au regard bienveillant, m'a conduite à une table dans un coin où Annie était déjà assise. Ma fille était radieuse, comme seules les femmes enceintes peuvent le faire. Sa peau était éclatante, ses cheveux noirs tombant en vagues lâches sur ses épaules. Elle portait une robe de créateur que je ne reconnaissais pas. Un modèle qui coûtait probablement plus cher que mes dépenses en course en 2 mois. « Maman !» Elle s'est levée pour me prendre dans ses bras. Et l'espace d'un instant, respirant son parfum familier, j'ai ressenti cette vague d'amour maternel qui avait marqué ma vie. Depuis 34 ans. Tu es magnifique, ma chérie. Je le pensais vraiment. Quelles que soient nos différences, quelle que soit la douleur qui nous séparait, elle était toujours ma fille. Comment te sens-tu? Des nausées matinales? Ça va mieux maintenant. Le 2e trimestre est censé être plus facile. Elle toucha son ventre d'un geste à la fois protecteur et possessif. Henri devrait arriver d'une minute à l'autre. Il a été retenu au bureau. Henry Smith, 36 ans, ambitieux, charmant quand il le voulait. Il travaillait pour une agence immobilière et avait cette assurance que l'on retrouve dans une vie sans revers majeur. J'avais essayé de l'apprécier, de voir ce qu'Annie voyait au-delà de ses costumes hors de prix et de son mépris désinvolte pour ceux qu'il jugeait moins performants que lui. « Je suis contente que tu aies appelé », dis-je en m'installant confortablement. « Tu m'as manqué. »
Une lueur traversa son visage. Était-ce de la culpabilité? Des regrets? Mais avant que je puisse l'examiner plus en détail, Henri apparut à notre table, non pas seul, mais suivi de 3 hommes en costume sombre portant des mallettes. « Madame Msekini, » dit Henri. Son sourire était trop éclatant, trop appliqué. « Merci de vous joindre à nous. » Les hommes prirent place autour de notre petite table, transformant notre dîner intime en une réunion d'affaires. Mon estomac se serra en reconnaissant le caractère chorégraphié de leur arrivée. Ce n'était pas une coïncidence. C'était prévu. « Annie, dis-je prudemment. Qui sont ces messieurs? » « Maman, ce sont des collègues d'Henri. » Sa voix était ferme, mais elle refusa de me regarder dans les yeux. « Ils ont des papiers qu'ils aimeraient que vous consultiez. » L'un des hommes, aux cheveux argentés et arborant ce sourire prédateur que j'avais appris à reconnaître au fil de mes années de secrétaire au cabinet, se pencha en avant. « Madame McKenna, je suis Richard Kirk, l'avocat d'Henri. Nous avons préparé des documents qui, selon nous, seront bénéfiques pour toutes les personnes concernées. » Les mots flottaient dans l'air comme de la fumée. J'ai ressenti la même oppression familière que 3 semaines auparavant, lorsqu'Annie avait formulé ses premières exigences. Mais cette fois, au lieu de la colère, j'ai ressenti quelque chose de plus froid. Quelque chose qui s'était accumulé au fil des semaines de silence. Quel genre de document? Ai-je demandé, tout en sachant déjà que cette conversation finirait mal. Henri s'est éclairci la gorge. C'est très simple, Madame Msekini. Nous vous demandons de signer une procuration qui nous autoriserait à gérer vos affaires financières. Compte tenu de votre âge et du fait que vous vivez seul maintenant, il est logique que quelqu'un de plus jeune gère vos investissements et vos décisions immobilières. Mon âge, ai-je répété doucement. J'ai 62 ans, Henri. Pas 92. Bien sûr, a-t-il dit d'un ton condescendant. Mais il faut admettre que ces choses sont complexes. Les marchés immobiliers, les portefeuilles d'investissement. Ce n'est pas quelque chose dont tu devrais t'inquiéter. J'ai regardé Annie, attendant qu'elle prenne la parole, qu'elle s'explique, qu'elle montre qu'elle n'était pas à l'origine de cette embuscade. Mais elle est restée silencieuse, les mains jointes sur les genoux, les yeux rivés sur la table. L'avocat a posé un dossier en papier craft sur la table. Si vous pouviez juste signer ici et ici, et parapher là, on pourrait tout régler ce soir. J'ai ouvert le dossier, même si je savais déjà ce que j'allais trouver. Des procurations qui donneraient à Henri et Annie le contrôle de mes comptes bancaires, de ma maison, de mes polices d'assurance, de tout ce qu'Harold et moi avions bâti pendant 40 ans. Et si je ne signe pas, ai-je demandé d'une voix ferme malgré le tremblement de terre qui me secouait la poitrine. Annie a finalement levé les yeux, et l'expression dans ses yeux était une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Froide, calculatrice, définitive. « Alors tu ne verras pas ton petit-fils grandir, » a-t-elle dit simplement. C'est ton choix, maman. Mais je pense que tu devrais savoir qu'Henri et moi avons discuté avec un avocat des droits des grands-parents. Apparemment, ils sont assez limités, surtout lorsque le grand-parent a tendance à se montrer difficile. Le restaurant semblait s'estomper autour de moi. La douce musique de jazz, le tintement des verres, le murmure des autres convives, tout était devenu un bruit blanc. J'ai fixé ma fille, cette femme que j'avais portée pendant 9 mois, soignée malgré ses maladies infantiles, célébrer chaque étape importante de sa vie, et j'ai essayé de comprendre à quel moment précis elle était devenue une étrangère. « Je vois », ai-je dit doucement. J'ai fouillé dans mon sac à main, passé mon portefeuille, mes lunettes de lecture, la petite photo d'Annie et Michael que je portais depuis des années. Mes doigts ont trouvé mon téléphone et j'ai parcouru mes contacts jusqu'à trouver le numéro dont j'avais besoin. « Maman. » La voix d'Annie était maintenant un peu incertaine. « Que fais-tu » J'ai appuyé sur le bouton d'appel et attendu que la voix familière réponde. « Bonjour, Michael. C'est maman. J'ai besoin de toi. Je dois venir au restaurant Franco, rue Méridien. Oui, je sais qu'il est tard. Je sais que tu as du travail demain matin. Viens, tout simplement. » J'ai raccroché et posé le téléphone avec précaution sur la table, à côté du dossier Manille. « Je pense, » ai-je dit en regardant Annie droit dans les yeux, « qu'avant de signer quoi que ce soit, quelqu'un veut dire quelques mots. » Le silence qui a suivi s'est tendu comme un fil. Henri a remué sur son siège, sa façade confiante se fissurant légèrement. Les 3 avocats ont échangé un regard, le genre de regard que se partagent les prédateurs aguerris lorsque leur proie ne se comporte pas comme prévu. « Maman » a dit Annie, sa voix prenant ce ton rauque qu'elle avait perfectionné à l'adolescence. Inutile de mêler Michael à ça. C'est entre nous, n'est-ce pas? J'ai croisé les mains sur mes genoux, surprise par leur calme.
Parce qu'il me semble que lorsqu'on invite 3 avocats à ce que vous appelez un dîner de réconciliation, on a déjà impliqué pas mal de monde. Richard Kirk s'est éclairci la gorge. Madame Msekini, on devrait peut-être en discuter davantage. En privé. Les affaires de famille peuvent être chargées d'émotions. N'est-ce pas? Je soutins son regard. C'est très attentionné de votre part de le remarquer. 23 minutes. C'est le temps qu'il faudrait à Michael pour se rendre de son appartement au centre-ville en voiture s'il s'arrêtait au feu. 23 minutes pendant lesquelles j'ai dû me frayer un chemin à travers ce champ de mine sans marcher sur les explosifs que ma fille avait si soigneusement disposés. Henri se pencha en avant, son sourire de vendeur figé. « Écoutez, Madame Msekini. Annie. Puis-je vous appeler Annie? Nous allons bientôt être une famille. Vous pouvez m'appeler Madame Msekini. » Son sourire s'est estompé un instant. « Bien sûr, Madame Msekini. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Nous n'essayons pas de vous prendre quoi que ce soit. Nous voulons simplement vous aider à gérer vos actifs plus efficacement. Vous savez, maximiser vos rendements, vous assurer d'être bien positionné pour la retraite. Je vois. Et combien cela me coûterait-il? Je suis désolé. Votre aide pour gérer mes actifs. Quels sont vos honoraires? Les avocats s'agitèrent comme des vautours, sentant une faiblesse, mais ce n'était pas moi qui l'étais. La mâchoire d'Henri se serra presque imperceptiblement. Il y aurait bien sûr des frais administratifs, mais il s'agit en réalité de famille, de s'assurer qu'Annie et le bébé soient en sécurité. Le bébé? Je me tournai vers ma fille qui observait ses ongles manucurés avec une intensité soudaine. Dis-moi, Annie, quand exactement as-tu commencé à planifier cette soirée? Maman, je ne comprends pas. Quand as-tu appelé les amis avocats d'Henri? Avant ou après m'avoir appelé pour une réconciliation? Elle leva le menton et vit l'entêtement d'Harold, déformé en quelque chose que je ne reconnaissais pas. Est-ce important? Ça m'importe. Très bien. Le mot sortit brusquement, cassant. Nous discutons des options depuis des semaines. Depuis que tu as clairement fait comprendre que mon bonheur et mes options d'avenir ne te concernaient pas. J'ai goûté le mot, je l'ai trouvé amer. C'est ça qu'on appelle de l'extorsion maintenant? Ce n'en est pas. La voix d'Annie s'éleva, attirant les regards des tables voisines. C'est la famille. C'est ce que les familles font les unes pour les autres. Ce que font les familles, dis-je doucement, c'est se soutenir mutuellement sans avocat ni ultimatum. L'un des avocats anonymes, plus jeune que Kirk, dont l'énergie nerveuse suggérait qu'il était novice dans ce domaine, se pencha en avant. Madame Msekini, si vous me le permettez, sachez que les droits des grands-parents dans cet État sont assez limités. Si votre fille décide de restreindre les visites à son enfant, votre recours légal serait « Excusez-moi ». La voix provenait de derrière moi, familière et chaleureuse. Michael se tenait à côté de notre table, toujours en tenue d'hôpital. Ses cheveux noirs devaient provenir de ce qui avait manifestement été un trajet en voiture précipité. À 37 ans, mon fils avait hérité de la présence assurée de son père et du regard perçant de sa grand-mère, qui ne manquait de rien. « Je suis le docteur Johnson », dit-il à la table en général, bien que son regard s'attardât sur Henri. « Je crois que vous m'avez appelé, maman. »« Oui » dis-je en désignant une chaise libre que l'hôtesse avait rapidement mise à disposition. « Michael, j'aimerais vous présenter les collègues de votre sœur. » Le regard de Michael parcourut la table, observant les avocats, le dossier en papier craft, l'attention à couper le souffle. Urgentiste, il avait appris à évaluer rapidement les situations, et je le regardais répertorier chaque détail avec la précision qui avait fait de lui l'un des plus jeunes chefs de service de l'hôpital méthodiste. « Des collègues, répéta-t-il, je vois, et il le sent. » Henri se leva et tendit la main. « Henry Smith, le fiancé de votre sœur. Voici quelques-uns de mes associés. Nous discutions justement de planification financière avec votre mère. » Michael serra brièvement la main d'Henri, puis s'assit sans saluer les avocats. Planification financière chez Franco un mardi soir, Annie enceinte de 3 mois. Il regarda sa sœur. « Comment vous sentez-vous au fait? Des complications? »« Je vais bien, » dit Annie, mais sa voix était plus faible, moins assurée. « Bien. C'est bien. » Michael prit le dossier en papier craft et le feuilleta avec l'expertise désinvolte de quelqu'un qui avait vu beaucoup de documents juridiques. Procuration. Intéressant. Maman, as-tu demandé de l'aide pour gérer tes finances? Je ne l'ai pas fait. H referma le dossier et le mit de côté. Henri, Annie, messieurs, pourriez-vous m'accorder un moment seul avec ma mère? Attendez une minute. Henri sursauta, mais la voix de Michael coupa son objection comme un scalpel. Je ne demande rien.
Quelque chose dans le ton de mon fils, la même autorité qu'il utilisait face à des patients difficiles ou à des familles peu coopératives aux urgences, fit tressaillir les avocats, mal à l'aise. Henri se tourna vers Annie pour obtenir du soutien, mais elle fixait à nouveau ses mains. « Nous arrivons tout de suite, » dit Richard Kirk en désignant le bar. « Madame M. Sekini, s'il vous plaît, ne prenez pas de décision hâtive. » Après qu'ils se furent éloignés, Michael se pencha en avant, baissant la voix. « Maman, parle-moi. Que se passe-t-il vraiment ici ?» Pour la première fois ce soir-là, j'ai senti les larmes me menacer. Pas des larmes de tristesse, mais de soulagement, de reconnaissance, de savoir qu'au moins un de mes enfants me voyait encore comme une personne plutôt que comme une ressource à gérer. « Ils veulent que je signe une procuration, ai-je dit. Annie a dit, si je ne le fais pas, je ne verrai pas mon petit enfant. » Michael est resté silencieux un long moment, ses doigts tambourinant sur la table à un rythme dont je me souvenais de son enfance. Un truc qu'il faisait quand il réfléchissait intensément, en train de résoudre un problème complexe. Combien t'avait-il demandé au départ pour le mariage? 65 000. Il a sifflé doucement. Et tu as offert 15, ce qui est généreux. Plus que généreux. Il a jeté un coup d'œil vers le bar où Henri justifiait ses propos auprès des avocats, expliquant probablement pourquoi cette réunion de famille ne se déroulait pas comme prévu. « Maman, j'ai une question à te poser et j'ai besoin que tu sois totalement honnête avec moi. » « Bien sûr. As-tu des problèmes? Des troubles de la mémoire? De la confusion? Quelque chose qui pourrait leur faire penser que tu as besoin d'aide pour gérer tes affaires? » J'ai failli rire, mais rien dans cette situation n'était drôle. « Michael, le mois dernier, j'ai réglé mon compte de chèque au centime près, renégocié mon assurance auto pour économiser 200 $ par an et repéré une erreur dans mon avis d'imposition foncière qui m'a permis d'économiser 800 $. Ça ressemble à quelqu'un qui a besoin de gérer ses finances? Non, pas du tout. » Sa mâchoire s'est crispée d'une manière qui m'a rappelé Harold lorsqu'il était vraiment en colère. Pas un bref éclair d'irritation, mais la fureur profonde et froide qui surgissait du fait d'être témoin d'une véritable injustice. On dirait quelqu'un qui a appris à son fils à gérer son argent si bien qu'il a obtenu son diplôme de médecine avec un minimum de dettes. Tu as travaillé pour ça. J'ai travaillé pour ça parce que tu m'as appris la valeur du travail. Tu m'as montré comment me sacrifier pour l'essentiel. Il a regardé Annie, qui nous observait de l'autre côté du restaurant avec une expression que je ne pouvais déchiffrer. Qu'est-il arrivé à sa mère? Quand est-elle devenue cette personne? C'était la question que je me posais depuis des mois, peut-être des années. Quand l'ambition de ma fille s'était-elle transformée en un sentiment de droit? Quand ses rêves étaient-ils devenus des exigences? Quand son amour était-il devenu conditionné à ce que je pouvais lui apporter plutôt qu'à qui j'étais? Je ne sais pas, ai-je admis. Peut-être que je l'avais trop protégée. Peut-être que je lui avais trop facilité les choses. Ou peut-être qu'Henri lui était arrivé. J'ai suivi son regard jusqu'à l'endroit où le fiancé de ma fille était maintenant au téléphone. Sa voix était animée, sa main libre fendant l'air de gestes brusques. Même de l'autre côté de la pièce, je pouvais voir le calcul dans sa posture. Sa façon de se positionner pour attirer l'attention. Tu crois qu'il est derrière tout ça? Je pense que c'est un homme qui voit une opportunité. Michael a tendu la main par-dessus la table, a couvert la mienne de la sienne, mais je pense aussi qu'Annie a 34 ans et est responsable de ses propres choix. La question est, que veux-tu faire à ce sujet? Avant que je puisse répondre, Henri revenait à grands pas vers notre table, les avocats le suivant comme une meute bien habillée. Annie le suivait plus lentement, une main pressée contre son ventre dans un geste soit protecteur, soit performatif. Je ne faisais plus la différence. « Désolé de vous interrompre, » dit Henri, l'air de rien. Mais nous avons un calendrier sur lequel nous travaillons. Le mariage est dans 3 mois, et il y a des prestataires qui ont besoin d'acompte, des lieux à réserver. Bien sûr, dis-je en me levant lentement. Calendrier. C'est gentil de votre part de le mentionner. J'ai pris mon sac à main et vérifié que mon téléphone était facilement accessible. Autour de nous, le restaurant bourdonnait des conversations tranquilles de couples partageant un verre de vin, de familles fêtant leurs anniversaires, d'amis discutant autour d'un plat de pâtes, de gens normaux vivant une vie normale, ignorant qu'à la table 12, une famille était disséquée avec une précision chirurgicale. J'ai pris ma décision, dis-je, assez fort pour que tout le monde l'entende. Le visage d'Annie se figea, et je souris. Le même sourire que j'arborais aux réunions de parents d'élèves face à des enseignants qui sous-estimaient les enfants des autres. Le même sourire que j'avais perfectionné pendant 40 ans de mariage avec un homme qui mettait parfois ma patience à l'épreuve, mais jamais ma loyauté. Je signe, dis-je. Le soulagement qui traversa le visage d'Henri était presque comique. Richard Kirk sourit.
Même Annie sembla se détendre, ses épaules s'affaissant légèrement. Mais d'abord, poursuivis-je en attrapant mon téléphone. Il y a quelqu'un d'autre qui veut dire quelques mots. Je parcourus mes contacts jusqu'à trouver le numéro que j'avais ajouté il y a 2 semaines, une précaution que j'avais prise après le premier ultimatum d'Annie. Quand l'intuition d'une mère m'avait murmuré que ce dîner de réconciliation pourrait être tout sauf réconciliateur. « Louise, dis-je lorsque la voix familière répondit, c'est Annie Msekini. Oui, je sais qu'il est tard. Pourriez-vous venir au restaurant Franco, rue Méridien, apporter les documents dont nous avons discuté? » L'expression d'Henri passa du soulagement à la confusion, puis à une expression proche de l'inquiétude. « Qui est Louise ?» Je reposai prudemment le téléphone, constatant à quel point le simple fait de passer un appel pouvait changer l'atmosphère d'une pièce. Les avocats chuchotaient entre eux, et Annie nous regardait, Henri et moi, avec un malaise croissant. « Louise tremble, dis-je aimablement. Mon avocat. » Le silence qui suivit fut différent du précédent, plus lourd, plus dangereux. Le sourire prédateur de Richard Kirk avait complètement disparu, remplacé par le regard perçant d'un chasseur qui réalisait soudain qu'il était peut-être celui qu'on traquait. « Votre avocat, » répéta lentement Henri. « Quand avez-vous engagé un avocat? » Le jour même où tu as commencé à interroger mes voisins sur mon état mental, ai-je répondu en observant attentivement son visage. Tu pensais vraiment que Madame Anderson ne mentionnerait pas qu'un gentil jeune homme était passé me demander si j'agissais bizarrement ces derniers temps? Si j'oubliais des choses, si je prenais de mauvaises décisions. Le visage d'Annie pâlit. Maman, on ne... Tu ne... Quoi, ma chérie? Henri n'a jamais traversé mon quartier pour prendre des photos de ma maison. Il n'a jamais discuté avec mon facteur pour savoir si je payais mes factures à temps. J'ai gardé un ton conversationnel, presque maternel. Son ami de l'agence immobilière n'a jamais fait comparer ma propriété pour voir à quel prix elle pourrait se vendre. Michael s'est adossé à sa chaise, et je l'ai vu rassembler les pièces du puzzle avec cette rapidité d'analyse qui faisait son talent. « Bon sang, Annie, depuis combien de temps prépares-tu ça? »« Ce n'est pas ce que tu crois, » a-t-elle dit, mais sa voix manquait de conviction. « N'est-ce pas? » J'ai ouvert mon sac à main et en ai sorti une petite enveloppe Kraft, car je pense que c'est exactement ce à quoi elle ressemble. Une tentative systématique de justifier mon incompétence à gérer mes propres affaires. J'ai étalé le contenu de l'enveloppe sur la table. Des photos de ma maison prises par Henri, des courriels imprimés échangés avec un détective privé, des copies de ses enquêtes sur mon dossier médical, mes habitudes bancaires, mon quotidien. Louise a été très minutieuse, ai-je expliqué tandis que les avocats examinaient les documents avec une gêne croissante. C'est incroyable ce qu'on peut dire à un détective privé, n'est-ce pas? Surtout quand cet enquêteur ressemble à une gentille grand-mère. Le plus jeune avocat, le plus nerveux, transpirait à grosses gouttes. Madame Msekini, je pense qu'il y a eu un malentendu sur les intentions de notre cliente. Oh, je comprends parfaitement ses intentions. J'ai rassemblé les papiers en une pile bien ordonnée. La question est de savoir si vous, messieurs, avez compris ce qu'on vous demandait de faire. Louise arriva exactement 12 minutes plus tard, traversant Franco avec l'énergie déterminée d'une femme qui avait pratiqué le droit de la famille pendant 30 ans et avait été témoin de toutes les formes de cupidité et de manipulation humaine. À 70 ans, elle était petite, aux cheveux argentés, et dotée d'une intelligence vive qui poussait les conseils adverses à la sous-estimer, à leur risque et péril. « Annie » dit-elle chaleureusement en s'installant dans le fauteuil que Michael avait procuré. « Et ce devait être votre fille. » Le contraste fut immédiat et dévastateur. Là où j'étais isolée à cette table, entourée de prédateurs, la présence de Louise bouleversa complètement la situation. Soudain, Henri et ses avocats furent surpassés en nombre par des personnes réellement au fait du droit. « Messieurs, » dit Louise en examinant le groupe avec l'examen clinique d'un chirurgien examinant une tumeur particulièrement intéressante. « Je crois que vous avez des documents que vous aimeriez faire signer à Madame Msekini. » Richard Kirk s'éclaircit la gorge. « C'est vraiment une affaire de famille. Madame Kahl, Louise de Kahl, Peterson et associés. Et vous avez tout à fait raison. C'est une affaire de famille, et c'est pourquoi je suis ici pour m'assurer que les relations familiales de Madame Msekine ne soient pas exploitées à des fins financières. » Elle ouvrit sa propre serviette et en sortit un épais dossier. « Maintenant, avant de discuter de toute procuration, je pense que vous devriez voir ce que Madame Msekini a déjà mis en place. » Les papiers qu'elle étala sur la table étaient impeccables, officiels, portant le sceau du tribunal du comté. Tandis qu'Henri se penchait pour les lire, je vis son visage passer de la confusion à la compréhension, puis à une expression proche de la panique.
Fiducie irrévocable, expliqua Louise sur le ton de la conversation. Établi il y a 2 semaines, les biens de Madame Msekine, sa maison, ses comptes de placement, ses polices d'assurance-vie, ont tous été transférés à la fiducie familiale Annie Msekini. C'est ce qu'Henri avait commencé, puis arrêté. Ses connaissances juridiques semblaient insuffisantes pour la situation dans laquelle il se trouvait. « Qu'est-ce que c'est, ma chère ?» demanda Louise d'une voix douce. « La fiducie, » dit lentement Annie en lisant par-dessus l'épaule d'Henri. « Elle stipule que les bénéficiaires sont vos enfants. J'ai réglé les comptes des enfants nés et à naître, avec Michael comme fiduciaire jusqu'à leurs 25 ans. » Les implications frappèrent Henri comme un coup de poing. Je le voyais calculer, recalculer, essayer de trouver un moyen de continuer à accéder à l'argent sur lequel il comptait. « Mais qu'en est-il du mariage ?» demanda-t-il. « Et nos dépenses ? Qu'en est-il d'eux ?» demanda Louise. « La fiducie couvre les frais d'éducation, les soins médicaux et les frais de subsistance raisonnables des bénéficiaires. Je ne vois pas comment la rénovation d'une salle de bain en marbre italien pourrait être qualifiée de telle. »« C'est ridicule, » dit Henri, son sang-froid finissant par craquer. « Annie, dis-leur. Dis-leur qu'on avait un accord. »« Vraiment ?» demanda Michael à sa sœur d'une voix douce. « Aviez-vous un accord ou aviez-vous des exigences assorties de menaces ?» Annie regarda autour de la table le visage furieux d'Henri. Les avocats qui cherchaient déjà à se distancier de ce désordre. L'expression déçue de Michael, le calme professionnel de Louise. Finalement, son regard se posa sur moi. « Je suis enceinte, » dit-elle, comme si cela expliquait tout. « Nous avons besoin de sécurité. Nous devons savoir que notre enfant sera pris en charge. »« Votre enfant sera pris en charge, » dis-je doucement. « Mieux que vous ne pouvez l'imaginer. La fiducie financera la meilleure éducation, les meilleurs soins médicaux, toutes les opportunités qu'un grand-parent pourrait souhaiter offrir. Mais Henri n'y aura pas accès. »« Tu ne peux pas faire ça, » dit Henri en élevant la voix. « Annie est ta fille. Tu ne peux pas la rayer de ton testament à cause d'un mariage. »« Je ne la raie de rien, » répondis-je. « Je protège son héritage de toi. » Louise sourit, le genre de sourire qui avait probablement terrifié le conseil adverse pendant 3 décennies. « Monsieur Smith, vous pourriez peut-être appeler votre propre avocat, car je pense que vous pourriez avoir besoin d'un avis juridique indépendant sur les implications de ce que nous avons découvert concernant votre enquête prénuptiale sur la mère de votre fiancé. » La menace planait comme de la fumée. Henri se tourna vers Richard Kirk pour obtenir du soutien, mais l'avocat plus âgé rassemblait déjà ses papiers. « Je pense, » dit Kirk prudemment, « que nous avons peut-être été victimes de malentendus sur la nature de la situation. Il serait peut-être préférable de reporter toute signature de documents jusqu'à ce que tout le monde ait eu son mot à dire. » Il était temps de consulter leurs conseils respectifs. « Excellente idée, » approuva Louise. « Madame Msekini, on y va ? Je pense que vous avez accompli ce que vous étiez venu faire. » Je me levai lentement, prenant mon temps, laissant le poids de ce qui venait de se passer retomber sur la table comme la poussière après une explosion. Annie pleurait maintenant, des larmes silencieuses qui pouvaient être le signe d'un chagrin sincère ou d'une manipulation calculée. Je me suis rendu compte que je ne me souciais plus de savoir quelle « ai-je dit doucement, et elle a levé les yeux avec ce qui aurait pu être de l'espoir. « Quand tu seras prête à avoir une vraie conversation sur ce bébé, sur ton avenir, sur ce que signifie vraiment la famille, appelle-moi. Mais appelle-moi seule. » Je me suis tournée vers Henri, qui fixait les documents de fiducie comme s'il pouvait en modifier le contenu par la seule force de sa volonté. « Quant à toi, » ai-je dit, ma voix portant l'autorité d'une femme qui avait passé 62 ans à apprendre à reconnaître les prédateurs. « Éloigne-toi de ma famille. Éloigne-toi de chez moi. Et si j'apprends que tu as posé une dernière question sur mes compétences ou mes finances, Louise et moi aurons une conversation bien différente sur le harcèlement et la maltraitance des personnes âgées. » Michael s'est levé à son tour, sortant de l'argent de son portefeuille pour payer les boissons commandées. « Annie, » a-t-il dit à sa sœur, « tu es la bienvenue chez moi si tu as besoin de réfléchir, mais viens seule et laisse les intrigues financières à la porte. » Alors que nous nous dirigions vers la sortie, j'entendais la voix d'Henri s'élever derrière nous, discutant avec les avocats, avec Annie, avec quiconque voulait l'entendre de l'équité, des droits et de l'injustice de tout cela. Le son nous suivit dans l'air frais du soir, où il fut absorbé par la vaste indifférence de l'univers. « Comment vous sentez-vous » demanda Louise alors que nous étions sur le trottoir devant le Franco-S. J'ai réfléchi attentivement à la question. Dans le restaurant, ma fille essayait probablement de sauver sa relation avec un homme qui la voyait avant tout comme une porte ouverte à l'argent facile.
Intérieurement, Henri apprenait qu'il existait encore des femmes dans le monde qui ne se laissaient pas intimider ou manipuler pour renoncer à ce qu'elles avaient construit. Libre, ai-je finalement dit. Pour la première fois depuis des mois, je me sens libre. Louise acquiesça d'un hochement de tête approbateur. Bien. Maintenant vient le plus dur, décider ce que l'on veut construire avec cette liberté. 3 semaines plus tard, je me trouvais dans ma cuisine en train de préparer du café pour 2, regardant le soleil matinal peindre des motifs géométriques sur le sol en linoléum qu'Harold et moi avions installé 23 ans plus tôt. La maison semblait différente maintenant, non pas vide, mais paisible. Il y avait une différence que je commençais seulement à comprendre. La sonnette a sonné à 9 heures précises. J'appréciais encore plus la ponctualité depuis Franco, car j'avais appris la valeur des gens qui disent ce qu'ils pensent et tiennent leurs promesses. Plein air, dis-je en ouvrant la porte pour trouver Janet Water, une cocotte avec couvercle à la main, arborant ce sourire qui suggérait qu'elle avait des nouvelles à partager. J'ai apporté le pain de maïs de ma grand-mère, dit Janet en s'installant sur la chaise de cuisine qui était devenue la sienne ces dernières semaines. Et j'ai entendu quelque chose d'intéressant à l'épicerie hier. Janet était apparue dans ma vie comme un petit miracle déguisé en coïncidence. 2 jours après le dîner chez Franco, elle avait frappé à ma porte, se présentant comme ma nouvelle voisine, une veuve récente qui avait emménagé dans le duplex d'Aix-en-Grave côté après 45 ans passés dans la maison où elle avait élevé ses 4 enfants. À 67 ans, Janet était mince et pleine d'énergie, avec ses cheveux argentés coiffés d'un carré pratique et ce regard direct qui suggérait qu'elle avait suffisamment vécu pour savoir ce qui comptait et ce qui ne comptait pas. Plus important encore, elle avait le don d'écouter sans juger et une immunité totale au drame des autres. Quel genre d'intéressant? Ai-je demandé en versant du café dans les tasses que nous avions choisies ensemble chez l'antiquaire du centre-ville. Une partie de ce que Janet appelait mon projet de reconquête. Henry Smith était à la banque hier, dit-elle en acceptant sa tasse avec l'air satisfait de quelqu'un qui apprécie une bonne histoire. Apparemment, il était très contrarié par le gel de certains comptes. Je m'assis en face d'elle, constatant combien cela me semblait naturel d'avoir quelqu'un avec qui partager un café, quelqu'un qui comprenait que les ragots pouvaient être une forme de justice lorsqu'ils révélaient la vérité aux bonnes personnes. Compte bloqué. Son associé semble avoir découvert des irrégularités sur leur compte séquestre. Quelque chose comme des dépôts de clients utilisés pour des dépenses personnelles. Les yeux de Janet pétillaient du plaisir particulier qu'elle procurait à voir Karma travailler avec une précision efficace. Il paraît qu'il pourrait être confronté à des difficultés professionnelles. J'ai assimilé cette information avec la neutralité prudente que j'avais perfectionnée le mois dernier. Depuis Franco, j'avais appris que la vengeance était plus satisfaisante lorsqu'elle était servie par quelqu'un d'autre que soi-même. Quand l'univers s'ajustait simplement pour refléter les conséquences naturelles de mauvais choix. Et Annie, ai-je demandé, même si je n'étais pas sûre de vouloir entendre la réponse. Shopping de robes de mariée dans les magasins d'usine de Greenville. Apparemment, la rénovation de la salle de bain en marbre italien a été reportée sine die. Nous sommes restés assis un moment dans un silence confortable, buvant notre café et écoutant les bruits de notre quartier s'animer. Les enfants marchant vers l'école, les voitures démarrant, le rythme familier de la vie quotidienne continuant malgré les petits drames qui le perturbaient parfois. « As-tu des nouvelles de Michael » demanda Janet. « Hier, il m'a dit qu'Annie l'avait appelé pour lui demander s'il pensait qu'elle faisait une erreur. J'ai posé ma tasse avec précaution. Il lui a dit que c'était une question qu'elle seule pouvait répondre. Un garçon intelligent, un homme intelligent, ai-je corrigé. Il tient ça de son père. Le téléphone a sonné et j'ai ressenti cette oppression familière dans ma poitrine, devenue la réaction automatique de mon corps aux appels inattendus. Mais en vérifiant l'écran, j'ai vu un numéro que je ne reconnaissais pas, un indicatif local, mais qui ne figurait pas dans mes contacts. Madame M. Sekini, la voix était jeune, féminine, nerveuse. Ici Diana Reed du Centre communautaire Méridien. J'espère ne pas appeler trop tôt. Pas du tout. Comment puis-je vous aider? Eh bien, cela peut paraître étrange, mais Louise Coles nous a parlé de votre situation. Elle a mentionné que vous pourriez être intéressé par des opportunités de bénévolat. J'ai regardé Janet, qui écoutait avec l'attention polie de quelqu'un qui a appris que les appels téléphoniques des autres contenaient souvent des informations intéressantes. Quel genre d'opportunité? Nous avons un programme pour les personnes âgées victimes d'exploitation financière. Des personnes dont les familles ou les aidants tentent d'abuser. Louise pensait que vous pourriez être particulièrement qualifié pour les aider. L'ironie du sort ne m'a pas échappé. Ma propre crise familiale pourrait servir de base pour aider d'autres personnes à surmonter des difficultés similaires. Mais l'idée avait quelque chose d'attirant.
Quelque chose qui ressemblait à transformer un poison en remède. Dis-moi plus, ai-je demandé. Pendant les 20 minutes qui ont suivi, Diana a expliqué le programme. Des aînés aident d'autres aînés, partagent des stratégies pour reconnaître la manipulation, des ressources pour la protection juridique, un soutien émotionnel pour ceux qui ont été trahis par leurs proches. C'était à la fois un groupe de soutien, une organisation de défense des droits, et un système d'alerte précoce pour une communauté de plus en plus ciblée par des escrocs sophistiqués, tant professionnels que familiaux. Nous nous réunissons le mardi soir à 19h, Diana a conclu. C'était surtout un café et une conversation très informelle, mais nous avons aidé pas mal de personnes à éviter des situations comme, celle décrite par Louise. J'y réfléchirai, ai-je dit. J'y pensais déjà, je m'imaginais dans une salle pleine de gens qui comprenaient la douleur particulière d'être perçus comme une ressource plutôt que comme une personne. Après avoir raccroché, Janet me regardait avec l'expression de quelqu'un qui a reconnu quelque chose d'important. « Tu vas le faire » a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. Probablement bien. Tu as besoin de quelque chose qui t'appartient, quelque chose qui n'a rien à voir avec le fait d'être la mère, la grand-mère ou une victime potentielle. C'était exactement ce qu'il fallait dire. Délivré avec la sagesse pragmatique qui avait fait de Janet un cadeau si inattendu dans ma vie. Elle concevait la transformation non pas comme une réinvention radicale, mais comme une reconquête progressive d'un espace qui t'avait toujours appartenu. L'après-midi, un autre appel. Celui de Michael. « Maman, je voulais te prévenir. Annie m'a posé des questions sur la fiducie, notamment sur les moyens de la modifier. Et je lui ai dit qu'irrévocable, c'est bien sûr irrévocable, mais elle semble penser qu'il pourrait y avoir des failles. Elle a évoqué une influence indue, le fait que Louise te fasse pression pour que tu prennes des décisions que tu n'aurais peut-être pas prises autrement. J'ai ressenti une vague de colère familière, mais elle était différente maintenant. Plus nette, plus concentrée. Non pas la rage impuissante de quelqu'un agressé, mais l'irritation délibérée de quelqu'un dont les limites sont mises à l'épreuve. Laisse-moi deviner, ai-je dit. L'idée d'Henri? Probablement. Mais maman, c'est elle qui décide. C'est elle qui a choisi de poursuivre cette voie. Je sais. Et je le savais enfin, complètement. Annie était une adulte qui avait fait des choix d'adulte, et ces choix avaient des conséquences qui allaient au-delà des budgets de mariage et des rénovations de salles de bain. Il y a autre chose, dit Michael prudemment. Elle m'a demandé si je pensais que tu changerais d'avis si elle rompait nos fiançailles. Que lui as-tu dit? Je lui ai dit que les décisions motivées par l'argent mènent rarement au bonheur, mais que sa relation avec Henri ne me regardait pas vraiment. Il a marqué une pause. Je lui ai aussi dit que si elle voulait arranger les choses avec toi, il faudrait commencer par une conversation honnête sur ce qu'elle avait fait et pourquoi. Et elle m'a raccroché au nez. J'ai assimilé cette information avec la même acceptation sereine que j'avais apportée à chaque révélation du mois précédent. Chaque preuve qu'Annie avait choisi Henri, choisi l'argent, choisi la manipulation plutôt que la famille, ne faisait que confirmer ce que je savais déjà. Que ma fille était devenue quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Et que me protéger de ses choix n'était pas de la cruauté, mais une nécessité. Michael, dis-je, je veux que tu saches que quoi qu'il arrive avec Annie, ça ne changera rien entre nous. Tu es un homme bien et un beau fils, et je suis fière de la vie que tu as construite. Maman, sa voix était chargée d'émotion. Je n'arrête pas de me dire que je devrais pouvoir arranger ça d'une manière ou d'une autre. Trouver un compromis. Certaines choses ne peuvent pas être réglées, mon chéri. Certaines choses ne peuvent qu'être acceptées. Après avoir raccroché, j'ai traversé ma maison lentement, la regardant avec un regard neuf. Le salon, où Annie avait joué à la poupée et plus tard amené ses petits amis pour mon approbation. La cuisine, où je lui avais appris à faire de la pâte à tarte et où elle avait annoncé plus tard ses fiançailles avec Henri. Le couloir bordé de photos de famille qui semblaient soudain documenter une histoire terminée. Mais les fins, j'apprenais, étaient aussi des commencements. Demain, j'appellerai Diana Reed et je serai bénévole au programme du centre communautaire. La semaine suivante, Janet et moi prenions la route pour Nashville afin de visiter le musée qu'elle rêvait de voir depuis la mort de son mari. Le mois suivant, Louise et moi devions nous rencontrer pour discuter du lancement d'un programme d'éducation financière destiné aux femmes de mon âge qui n'avaient jamais géré leur argent de manière indépendante. L'avenir s'étendait devant moi comme une route inexplorée. Et pour la première fois depuis des années, j'étais sincèrement curieuse de savoir où il pourrait me mener. Il y aurait d'autres dîners, d'autres conversations, d'autres occasions de choisir la dignité plutôt que le désespoir, la sagesse plutôt que les vœux pieux. La robe bordeaux était toujours accrochée dans mon placard, mais j'imaginais déjà d'autres vêtements, d'autres occasions, d'autres versions de moi-même que je n'avais pas encore découvertes.
La femme qui était entrée chez Franco 3 semaines plus tôt avait été la victime de quelqu'un. La femme qui en était ressortie était bien plus dangereuse pour des personnes comme Henry Smith. C'était quelqu'un d'indéboulonnable. 6 mois après Franco, je me tenais dans le hall principal du centre communautaire, observant 12 femmes et 3 hommes disposer des chaises pliantes en cercle. À 72 ans, Maxine Makowski évoluait avec l'énergie déterminée de quelqu'un qui avait passé sa retraite à découvrir que l'âge n'était qu'un défi de plus à surmonter. Rosa Pratt-Kelly, à peine âgée de 60 ans, mais épuisée par l'addiction de son fils au jeu d'argent depuis des années, déposa soigneusement des mouchoirs sur la petite table au centre de notre cercle. Un geste pratique qui témoignait de la reconnaissance des larmes qui accompagnaient souvent nos réunions du mardi soir. « Annie est là tôt ce soir », murmura Janet en s'installant sur la chaise à côté de la mienne. Elle avait commencé à assister aux réunions 3 semaines après moi, affirmant vouloir apprendre à repérer les signes avant-coureurs de l'exploitation financière. Ce qu'elle voulait vraiment, c'était me soutenir. Mais Janet avait le don de faire passer l'altruisme pragmatique pour de la simple curiosité. Je suivis son regard jusqu'à une nouvelle femme assise, hésitante, près de la porte, serrant son sac à main comme un bouclier. Elle devait avoir environ 55 ans, bien habillée, avec la manière soignée de quelqu'un qui avait autrefois eu de l'argent et qui apprenait maintenant à s'habiller avec un budget serré. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, mais je voyais des signes révélateurs de stress dans sa façon de tenir ses épaules, le léger tremblement de ses mains. La première fois, dis-je, reconnaissant cette dignité si particulière, sous le choc, qui accompagnait les gens lors de leur première rencontre. Je lui parlerai plus tard. Les 6 derniers mois m'avaient appris qu'il y avait autant de façons d'être exploité financièrement que de familles prêtes à justifier le vol par l'amour. J'avais entendu des histoires qui rendaient les exigences d'Annie presque désuètes. Des enfants qui avaient imité la signature de leurs parents sur des prêts hypothécaires inversés. Des petits-enfants qui avaient utilisé les cartes de crédit de leurs grands-parents pour financer leur consommation de drogue. Des conjoints avaient systématiquement vidé leurs comptes joints pendant que leurs partenaires luttaient contre la maladie. Mais j'avais aussi été témoin de guérisons qui prouvaient que la capacité humaine à se reconstruire était bien plus forte que la capacité à détruire. Louise était devenue une véritable légende au sein de notre groupe, ayant aidé 17 personnes à établir des fiducies de protection, à poursuivre 2 affaires de maltraitance envers des personnes âgées et à récupérer près de 200 000 $ de biens volés. « Bonsoir à tous », ai-je dit en ouvrant la réunion avec l'autorité naturelle que je m'étais découverte au fil des mois. Pour nos nouveaux venus, je suis Annie Msekini et c'est notre réunion hebdomadaire pour les personnes victimes d'exploitation financière par des membres de leur famille. Les mots étaient encore douloureux, mais c'était la douleur vive d'une blessure qui guérit plutôt que l'agonie infectée d'une nouvelle trahison. J'avais appris à assumer mon histoire, à la raconter sans honte, à l'utiliser comme un outil pour aider les autres à reconnaître leurs propres valeurs. Ce soir, nous allons parler de l'après. J'ai continué. Après s'être protégée, avoir posé des limites, avoir mis fin à la menace immédiate, que se passe-t-il ensuite? C'était une question à laquelle je pouvais enfin répondre avec autorité, car je l'avais vécue. Les conséquences immédiates de Franco avaient consisté à limiter les dégâts et à se protéger juridiquement. Mais le véritable travail avait été plus discret, plus personnel, apprendre à me fier à nouveau à mon propre jugement, reconstruire les relations importantes, découvrir qui j'étais quand je ne me défendais pas contre les attaques. Pour moi, a déclaré Eddie Chase, un ancien enseignant de 78 ans dont la fille avait systématiquement vidé son compte retraite. Ce qui est venu ensuite, c'est de réaliser que je pouvais vivre seule et l'apprécier. Hochement de tête dans le cercle. L'indépendance était un thème récurrent dans notre groupe. Non pas l'isolement intense dû à la souffrance, mais la solitude satisfaite de choisir sa propre compagnie plutôt que des relations toxiques. J'ai appris que je n'avais à pardonner à personne, a ajouté Sheila Phelps, dont le fils avait usurpé son identité pour ouvrir des cartes de crédit. C'était important pour moi. Tout le monde n'arrêtait pas de me dire que je devais lui pardonner parce qu'il faisait partie de la famille. Mais le docteur Johnson m'a aidé à comprendre que le pardon n'est pas indispensable à la guérison. Michael était devenu conseiller officieux de notre groupe. Il venait une fois par mois pour discuter des aspects psychologiques de la maltraitance financière familiale. Ces réflexions m'avaient aidé à comprendre que ma culpabilité envers Annie n'était pas un échec maternel. C'était une réaction normale à une situation anormale. « Et toi, Annie ?» demanda Caroline Franklin, la nouvelle membre de notre groupe. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ensuite ?» J'ai réfléchi à la question, regardant autour de moi des visages qui m'étaient devenus familiers, chers même. Ces personnes m'avaient vu pleurer, rager, douter de moi-même,
et peu à peu retrouver mon équilibre. Elles avaient mérité une réponse honnête. Un but, ai-je finalement dit. Pendant 40 ans, mon but a été d'être épouse et mère. Après la mort d'Harold, je pensais que mon but était de protéger ce que nous avions construit pour pouvoir le transmettre à mes enfants. Mais ce qui est venu ensuite, c'est de découvrir que mon véritable but était peut-être de protéger les mères des autres de ce que j'avais vécu. C'était vrai. Le travail bénévole s'est transformé en quelque chose de plus grand, une pratique de conseil où j'aidais d'autres femmes à traverser une crise financière familiale. Louise m'avait recommandé plusieurs clients, et je me suis découvert un talent pour repérer les tactiques de manipulation et aider les gens à développer des stratégies de résistance. Comment gérer la tristesse? Demanda la nouvelle femme, prenant la parole pour la première fois. Sa voix était douce, cultivée, exprimant la tristesse particulière de quelqu'un dont la vision du monde avait été fondamentalement modifiée. Comment cesser de regretter la personne qu'elle était? La question touchait au cœur de ce que j'avais évité. Car en vérité, Annie me manquait. Non pas la femme manipulatrice qu'elle était devenue, mais la petite fille qui m'apportait des pissenlits. L'adolescente qui m'avait appelée pour me demander conseil sur les garçons. La jeune femme qui avait été sincèrement fière du mariage de ses parents. Je ne pense pas qu'on cesse de regretter leur absence, ai-je admis. Je pense qu'on apprend à faire son deuil tout en s'en protégeant. On peut faire le deuil de quelqu'un qui est encore en vie. La réunion se poursuivit pendant 1 heure, abordant des questions pratiques, de nouvelles ressources juridiques, des ateliers à venir et des témoignages d'anciens membres qui avaient repris leur vie en main. Mais cette question de leur absence persistait, me suivant jusqu'à chez moi, au duplex où Janet m'attendait avec des restes de soupe et les dernières nouvelles sur sa propre dynamique familiale compliquée. Comment était la vie en groupe? Demanda-t-elle en s'installant dans ce qui était devenu sa chaise à ma table de cuisine. Bien, bien. Une nouvelle femme s'enquit du manque des personnes que nos familles formaient autrefois. Janet hocha lentement la tête. À 67 ans, elle avait survécu aux pressions de ses propres enfants pour qu'elle vende sa maison et emménage dans une résidence pour personnes âgées, non pas parce qu'elle avait besoin de soins, mais parce qu'il voulait accéder à son patrimoine. Sa solution avait été d'emménager dans le duplex voisin du mien et de les informer que leur héritage servait désormais à son bonheur. En parlant de personnes disparues, dit-elle prudemment. Michael appela. Annie avait eu son bébé. Ces mots me firent l'effet d'un coup de massue, même si je l'attendais depuis des semaines. Une petite fille que Michael m'avait annoncée plus tôt. Prévue pour fin octobre, d'après ses calculs à partir des précédentes annonces de grossesse d'Annie. Comment va-t-elle? J'ai demandé, sans savoir si je parlais d'Annie ou du bébé. Tout le monde est en bonne santé. 3,2 kg. Ils l'ont appelée Eleanor. Eleanor, le nom de ma mère. La manipulation était si transparente, si calculée que j'ai eu un moment le vertige devant son audace. Michael a dit qu'Annie lui avait demandé de vous appeler, a poursuivi Janet. Elle voulait que vous sachiez que les heures de visite sont flexibles et qu'elle aimerait beaucoup vous voir. Je suis restée assise en silence, sentant l'instinct de grand-mère se confronter à la dure sagesse des 6 derniers mois. Une partie de moi voulait me précipiter à l'hôpital pour tenir dans ses bras cette nouvelle personne qui partageait mon ADN, tout pardonner pour avoir la chance de faire partie de sa vie. Mais j'avais appris à me méfier de mes réactions émotionnelles immédiates et à les examiner à la recherche de signes de manipulation, tant externes qu'internes. Que pensez-vous qu'elle veuille? Ai-je demandé. Je pense qu'elle veut utiliser ce bébé pour rouvrir les négociations sur la fiducie. C'était probablement vrai. Dans les mois qui ont suivi Franco, Annie avait fait plusieurs approches indirectes. Des messages de Michael, des cartes pour mon anniversaire, des rencontres soigneusement orchestrées dans des endroits qu'elle savait que je fréquentais. Chaque contact comportait la subtile suggestion qu'une réconciliation était possible si j'étais prête à être raisonnable sur certains arrangements financiers. Le bébé n'est pas responsable des choix de ses parents, ai-je dit, plus à moi-même qu'à Janet. Non, elle ne l'est pas. Mais tu n'es pas non plus responsable de te protéger des choix de ses parents. Le lendemain matin, j'ai appelé Louise. Je m'attendais à cet appel, a-t-elle dit sans préambule. Annie a eu le bébé. Elle l'a eu. Et maintenant, je dois décider de la suite. Que veux-tu pour la suite? C'était la question que je me posais depuis que Janet m'avait annoncé la nouvelle. Que voulais-je? Ni ce que voulait Annie, ni ce que Michael pensait être le mieux, ni ce que la société attendait des grands-mères. Que voulais-je vraiment? Je veux rencontrer ma petite fille, ai-je dit lentement. Mais je veux le faire à mes conditions, avec des limites claires et sans me laisser manipuler. C'est possible, a dit Louise. Nous pouvons organiser des visites supervisées par l'intermédiaire de Michael.
Nous pouvons établir des protocoles clairs concernant les sujets à éviter, les comportements qui mettront fin aux visites, les conséquences en cas de non-respect de ces limites. Si Annie refuse ces conditions, vous saurez alors exactement où vous en êtes avec elle. Et surtout, vous saurez que vous vous êtes protégé tout en laissant la porte ouverte à une relation sincère si jamais elle décide de la franchir. Cet après-midi-là, j'ai rédigé une lettre à ma fille. Non pas la tirade furieuse que j'avais écrite et réécrite dans ma tête au cours des derniers mois, mais une déclaration claire et sereine sur les limites et les possibilités. Annie, commençait-elle, j'aimerais beaucoup rencontrer Eleanor et entretenir une relation avec elle à mesure qu'elle grandit. Cependant, tout contact entre nous doit respecter les limites que j'ai fixées pour mon propre bien-être. Je suis disposée à rendre visite à Eleanor en présence de Michael pour des périodes limitées, étant entendu que toute tentative de discuter de la fiducie, de mes décisions financières ou de mes griefs passés mettra fin immédiatement à la visite. Si vous acceptez ces conditions, veuillez demander à Michael d'organiser notre première rencontre. Si tu ne peux pas, j'espère que tu reconsidéreras ta décision quand tu seras prête à privilégier la relation d'Eleanor avec sa grand-mère plutôt que ta relation avec mon argent. J'aimerai toujours la fille que tu étais. Je ne suis plus prête à être la victime de la personne que tu as choisi de devenir. Avec l'espoir de ton épanouissement et des limites pour ma protection, maman. J'ai scellé la lettre avant de pouvoir me remettre en question, puis je me suis dirigée vers la boîte aux lettres avec la satisfaction de quelqu'un qui a pris la différence entre abandonner et poser des conditions. L'avenir n'était pas encore écrit, mais je l'écrirais selon mes propres termes, avec ma propre plume, avec ma propre voix. Et si ma petite fille voulait faire partie de cette histoire, elle serait accueillie avec amour, sagesse et la protection acharnée d'une grand-mère qui avait appris que le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un enfant est l'exemple d'une femme inébranlable.